Belle Burke est une jeune fille de 17 ans pleine de promesses. Mais le 24 juillet 2009, sa vie va tourner au cauchemar alors qu'elle se trouvait dans le centre de Los Angeles. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lily Belle Burke, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire qui se passe à Los Angeles. C'est une histoire qui est assez peu connue, mais vous allez voir, elle est extrêmement intéressante. En tout cas, moi, j'ai été passionnée lorsque je l'ai écrite. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Lily Belle Burke est née le 12 juin 1992 et a 17 ans au moment des faits. Elle vit aux États-Unis et plus précisément en Californie, à Los Angeles. Lily vit dans une maison avec ses parents dans le quartier de Los Feliz qui se situe dans le nord de Los Angeles et c'est clairement un endroit calme où beaucoup de familles s'installent. En fait, pour vous donner une idée, c'est pas spécialement l'endroit le plus riche de Los Angeles, on n'est pas à West Hollywood non plus, mais quand même c'est un endroit où les familles sont assez aisées, donc on peut imaginer que la famille de Lily est un peu plus au-dessus que la classe moyenne. D'ailleurs, sa maman est avocate et prof de droit à l'université. Lily étudie au lycée Oakwood School qui se situe à North Hollywood et est boursière nationale du mérite. En septembre 2009, elle allait rentrer en dernière année. Pendant les grandes vacances, Lily avait fait plein de choses, notamment elle avait joué dans une pièce de théâtre et aussi elle avait fait pas mal de bénévolat. Donc voilà, on peut se dire qu'elle était assez active. Lily était alors une étudiante brillante qui voulait toujours apprendre, toucher à plusieurs milieux et qui voulait aussi se rendre utile. Le 24 juillet 2009, vers 14h30, Lily va quitter le domicile familial. Elle devait en fait aller remettre des papiers à la faculté de droit, la Southwestern University, là où sa maman travaillait. On sait donc que vers 15h, Lily se trouvait dans le centre-ville de Los Angeles. Le centre-ville de Los Angeles est, je pense, un des endroits les plus dangereux de la ville. En fait, ça dépend à peu près où on se trouve dans le centre, mais en règle générale, c'est clairement pas un endroit très safe. C'est surtout dangereux la nuit, mais même la journée, il faut faire attention. Et même si on se dit que oui, c'est le centre-ville de la ville, en fait, c'est un des endroits les plus dangereux. Bon, on sait que là-bas, Lily va essayer de retirer de l'argent à une machine automatique en mettant sa carte. Elle va essayer plusieurs fois, mais ça ne va jamais marcher. Elle va alors appeler ses parents à plusieurs reprises. Elle appellera sa maman qui ne répondra pas, et finalement, son papa répondra au téléphone. Elle lui dira alors qu'elle a besoin d'argent pour s'acheter une paire de chaussures, et que donc elle essaye de retirer cet argent à la machine, mais que sa carte ne marche pas, et donc elle lui demande comment on fait. Son papa va alors lui expliquer que la carte qu'elle possède n'est pas adaptée pour retirer de l'argent dans les machines et donc il va lui dire écoute, si tu as besoin d'argent, reviens à la maison et moi je vais t'en donner. Malheureusement, Lily ne retournera jamais chez ses parents et c'est à partir de là qu'elle va officiellement disparaître. En fait, les heures vont passer et Lily ne va jamais rentrer. Vers 19h, les parents de Lily vont donc appeler la police et un agent s'est rendu à leur domicile et le rapport d'une personne disparue a été rédigé. La police va alors chercher après Lily pendant toute la nuit du vendredi au samedi. Vraiment, ils vont fouiller tout le centre-ville et c'est seulement le lendemain à 6h15 du matin qu'ils vont recevoir l'appel d'une personne. Elle dira avoir vu le corps d'une jeune femme dans une Volvo noire garée dans un parking qui se situait au croisement de la 5e rue et de la rue Alameda. Ce parking se situait donc dans le centre-ville entre le Art District et Skid Row. Et clairement, Skid Row est le quartier le plus dangereux du centre de Los Angeles. Les policiers vont donc se rendre jusqu'à cette voiture et très rapidement ils vont identifier le corps de Lily Belle Burke. Elle a été retrouvée du côté passager de la voiture et clairement tout laisse croire qu'on était face à un homicide. Les détectives s'avanceront même en disant qu'elle a sans doute été tuée le vendredi soir et donc elle était là depuis une dizaine d'heures. Dans un premier temps, il sera noté que Lily, lorsqu'elle a été découverte, avait le cou complètement lacéré par des coups de couteau. Mais elle avait aussi plusieurs blessures à la tête et les enquêteurs penseront d'ailleurs qu'elle était décédée à cause d'un gros traumatisme crânien. Par contre, on était assez sûr que la cause de la mort n'était pas due à un accident de voiture parce que la Volvo dans laquelle elle a été retrouvée, donc sa voiture, était en parfait état, elle n'avait pas subi d'accident.
Donc, elle avait été assassinée. C'était pas possible autrement. Par contre, et là ça va être le premier gros indice de l'enquête, la police va retrouver des traces de doigts sur la voiture. Ces empreintes seront analysées et rapidement on apprendra qu'il s'agit de celles d'un certain Charlie Samuel, un homme de 50 ans. Quand les policiers vont tenter de le rechercher, ils vont se rendre compte qu'il se trouvait déjà en garde à vue. On se rendra en fait compte que le vendredi soir, donc juste après le meurtre, Charlie avait été arrêté parce qu'il buvait de l'alcool en public, il était un peu saoul et surtout il a été fouillé et là on a trouvé sur lui une drogue, donc du crack. Mais pire encore, on va apprendre que Charlie venait en fait d'être libéré de prison et qu'il était en liberté conditionnelle. Par le passé, il avait en fait commis 3 vols et à chaque reprise, il était de plus en plus violent. Mais ce qui est dingue, c'est que quand il a reçu son premier chef d'accusation, il a eu une petite peine. Au deuxième chef d'accusation, il a eu une plus grosse peine et à partir du troisième chef d'accusation, il devait rester 25 ans en prison. Le problème, c'est qu'il y a eu une erreur, on ne sait pas vraiment qui a fait cette erreur, mais quand il y a eu son troisième chef d'accusation, eh bien ça a été noté comme étant seulement le deuxième, donc il n'a pas été en prison aussi longtemps qu'il le devait. Ça explique donc pourquoi en juillet 2009, il n'était pas sous les barreaux, mais bel et bien libre en train de se balader dans le centre de Los Angeles. Mais bon, les policiers vont enquêter pour savoir comment le chemin de Lily et celui de Charlie ont bien pu se croiser. Vers 15h, Lily quittait la Southwestern University, portant sous son bras une boîte de papier que sa mère lui avait demandé de ramasser. Au même moment, Charlie sortait d'un programme de traitement de la toxicomanie qui se situait à proximité. C'est un programme auquel la justice l'avait obligé à suivre. C'est donc à ce moment-là que Lily rejoignait sa Volvo noire, donc sa voiture, sur le parking. C'est donc à ce moment-là que Lily rejoignait sa Volvo noire, donc sa voiture, qui était garée sur le parking de l'université au croisement entre la 7e rue et Wilshire Place. Mais voilà, Samuel va lui couper le chemin. Il va alors mettre Lily sur le siège passager de sa propre voiture et il prendra le volant. D'ailleurs, sur les caméras de surveillance du parking, on peut clairement voir la Volvo noire s'en aller et c'est Charlie qui est au volant. Bon, sinon, au fur et à mesure de l'enquête, tout va de plus en plus se préciser. On sait que les deux se sont donc rencontrés à 15h et qu'à 15h30, Lily essayait de retirer son argent de la machine, mais en vain. Et puis, c'est à 16h52 précise que Charlie va garer la Volvo noire à l'endroit où le lendemain, le corps de Lily sera retrouvé. On sait aussi qu'en garant la voiture, Charlie est directement parti, donc au moment où il déposait la voiture, Lily était déjà décédée. On sait qu'après avoir déposé la voiture, Charlie a marché un gros kilomètre au milieu d'une décharge et à la main il avait une bière qui était cachée par un sac en papier brun. Ce fut au moment où il s'approchait de la 3e rue que 2 officiers patrouillant à cheval l'ont arrêté pour avoir bu en public. À ce moment-là, Samuel n'était pas violent, il s'est laissé fouiller par les policiers et il leur dira même qu'il est en libération conditionnelle. En le fouillant, les policiers vont donc trouver le crack et c'est là qu'il va être amené au poste de police. Évidemment, en apprenant toute cette histoire, la ville de Los Angeles et même les alentours vont être choqués. On sait que l'endroit n'est pas sûr, mais ce genre d'enlèvement et de meurtre surtout n'arrive pas tous les jours et heureusement. En fait, ce qui secoue le plus ici, c'est que ça aurait pu arriver à n'importe qui. On n'est pas sur un règlement de compte de gang ou même de famille. La victime a été choisie totalement par hasard. Clairement, tout le monde peut se reconnaître dans cette situation. N'importe qui se serait trouvé sur ce parking à ce moment-là aurait pu être la victime de Charlie. Ce qui est dingue, c'est que Charlie voulait de l'argent et Lily n'arrivait pas à faire marcher sa carte. En plus de sa mort terrible, on peut vraiment imaginer que ces derniers instants ont dû être atroces. Elle a dû avoir tellement peur et je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle a eu son papa au téléphone pour la dernière fois. D'ailleurs, ce qui est vraiment dingue, c'est que quand on lui a demandé, le papa de Lily dira que non, sa fille au téléphone n'avait pas une voix bizarre, elle n'avait pas l'air différente de d'habitude. Donc vraiment, elle avait extrêmement bien joué la comédie. Évidemment, encore une fois, cette histoire a révolté pas mal de gens car le meurtre aurait pu être évité. Si Charlie avait fait toutes ces années de prison et si quelqu'un n'avait pas fait une faute lui ayant permis de sortir bien plus tôt, ça aurait été évité. Belinda Harris Writer, qui est membre de l'Organisation nationale des parents d'enfants assassinés, s'était d'ailleurs exprimée. Quelque chose peut être fait contre la violence aléatoire. Les contrevenants à la liberté conditionnelle doivent retourner en prison. Il ne devrait pas y avoir de libération anticipée des prisonniers, en particulier lorsque l'indice utilisé
utilisés pour déterminer qui est éligible ne donnent pas une image précise des antécédents criminels de ces personnes. Ici, il y avait clairement une tension entre les gens qui demandaient à ce que les détenus fassent l'entièreté de la peine pour laquelle ils ont été condamnés et le gouvernement qui essayait de lutter contre la surpopulation carcérale. D'ailleurs, au moment des faits, il faut savoir que le gouvernement avait décidé de libérer plus de 40 000 prisonniers dans les 2 prochaines années. Donc, autant vous dire qu'il y avait de très grosses tensions. Au final, le procès de Charlie arrivera en 2010 et il décidera de plaider coupable pour l'enlèvement et le meurtre de Lily. Il reconnaîtra donc l'avoir enlevée, forcé à retirer de l'argent à un guichet, puis tué. S'il fait ce choix, c'était sans aucun doute pour éviter la peine de mort. À la fin du procès, il fut alors condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après ça, Charlie s'est tout de même excusé auprès de la famille de Lily. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé autant que moi. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me donner vos impressions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!